Au plaisir de vous retrouver dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. Revenus issus du secteur extractif publié, ce que vous payez vaut plus d'efficacité et d'équité sur les mécanismes de redistribution. Au Sénégal, le secteur extractif contribue à hauteur de 5% du PIB avec un faible impact sur la communauté de base. Garantir un meilleur accès à ces services, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, DIAPO, lance une plateforme digitale ce mercredi. Objectif, assurer un meilleur rapprochement entre les entreprises et leurs clients. Culture, écho du passé à la découverte du patrimoine immatériel. Plus de 200 enregistrements africains entre 1910 et 1920 présentés au musée des civilisations noires. Une opportunité d'interroger l'histoire coloniale du Sénégal selon le secrétaire d'État à la culture, Bakary Sarr, dont vous entendrez les propos dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le secteur extractif représente 5% du produit intérieur brut au Sénégal. C'est une manne financière estimée à près de 300 milliards de francs CFA. Seulement, cet argent ne profite pas en grande partie aux populations et aux collectivités dans lesquelles ces ressources sont issues. C'est pourquoi la coalition publiée Ce que vous payez initie une série de panels sur les mécanismes de gouvernance et de redistribution des revenus issus du secteur extractif. Papa Farah Diallo s'exprime au micro d'Ousmane Diaye. Que ces revenus générés par l'exploitation des ressources, 275 milliards, ne se reflètent pas dans le vécu quotidien des Sénégalais, mais aussi les collectivités territoriales, surtout celles qui abritent les sites d'extraction minière, ne sont pas les collectivités les plus développées. Donc il y a un défi en ce qui concerne le développement local, parce qu'il y a des fonds qui sont prévus dans le code minier, notamment le fonds d'appui et de péréquation, le fonds d'appui au développement local, qui sont destinés à appuyer les collectivités locales pour booster le développement local à partir des revenus générés par l'exploitation des ressources. Et malheureusement, on attend toujours le développement local. Donc vraiment, c'est un enjeu et c'est l'effectivité des transferts infranationaux qui pose problème. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de discuter sur ça et de discuter aussi de comment est-ce que les revenus générés par l'exploitation des hydrocarbures seront gérés. Parce qu'on n'a pas encore commencé l'exploitation, on l'attend probablement au dernier trimestre de cette année 2024. Mais il faut que la société civile prenne les devants pour essayer d'initier ou de mettre en place une vision et avec des propositions claires que nous allons soumettre aux nouvelles autorités gouvernementales pour espérer que les recommandations qui sortiront de cet atelier pourront être mises en œuvre pour le bien de nos populations et de nos collectivités territoriales. C'est ça l'objet de cette rencontre. La gouvernance et la redistribution des revenus issus du secteur extractif posent souvent des défis en matière de transparence, de responsabilité et d'équité. Plusieurs instruments juridiques existent au Sénégal, ce qui montre une réelle volonté des autorités d'asseoir une bonne gouvernance de ces ressources. Le Code minier sénégalais, par exemple, prévoit des mécanismes de répartition et de redistribution des revenus issus du secteur extractif. On fait le point avec Alioune Seck. Pour un réel impact sur l'exploitation des ressources minières sur les populations, la distribution des revenus pose un défi majeur. Au Sénégal, deux mécanismes sont prévus par le Code minier. Il y a ce qu'on appelle le fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales, qui est un fonds qui est alimenté à hauteur de 20% des recettes. Et c'est un fonds qui comprend une dotation d'appui à hauteur de 60%, qui va être reversé aux communes qui abritent les opérations minières, et une dotation de péréquation à hauteur de 40% donc du montant total du fonds, qui va être reversé à l'ensemble des communes du Sénégal. Les ressources naturelles appartiennent au peuple selon la Constitution, mais leur exploitation doit respecter le Code de l'environnement. Le défi, c'est surtout l'effectivité des plans de gestion environnementale et sociale. Donc pour les activités minières, faire en sorte que les plans de gestion environnementale et sociale soient mis en œuvre de manière, en tout cas, efficace et efficiente. Ça, c'est un premier défi. Également, il y a un certain nombre d'activités
donc extractives, peut-être de moindres envergures, mais qui néanmoins causent des impacts. On peut parler des carrières temporaires. Donc là aussi, il faudrait améliorer la législation et la réglementation pour une meilleure prise en compte de la dimension environnementale par rapport à ces types d'activités-là. Exploiter pour garantir le développement économique sans nuire à la santé et au bien-être des citoyens. Cet atelier vise à sensibiliser les acteurs sur les enjeux liés à la gouvernance et à la redistribution des revenus du secteur extractif sénégalais. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, DIAPO, veut se lancer dans la digitalisation de ses services. L'organisme de défense des intérêts des commerçants et industriels du Sénégal veut réduire le fossé qui existe entre les entrepreneurs commerciaux et industriels et leurs clients. Ceci à travers la mise en place d'une plateforme digitale de services qui a été lancée officiellement ce mercredi. Plus de détails avec Ousmane Sindiaye, le directeur exécutif de l'UNACOIS DIAPO, au micro de Pape Alassane Diop. Nous avons lancé effectivement une plateforme digitale de services destinée à renforcer les capacités de production de richesses de tous les entrepreneurs membres de l'UNACOIS et d'offrir l'opportunité de développer des chaînes de valeur. Vous savez que notre pays est confronté à plusieurs défis. Celui de l'emploi, le défi de la souveraineté alimentaire, le défi simplement de la souveraineté économique. Pour y arriver, il faut que son secteur privé puisse se donner les moyens justement de jouer le rôle qui est attendu de lui. Et ce rôle-là n'est rien d'autre que d'offrir à notre pays la possibilité d'avoir plus de croissance, plus de richesse. Alors l'USAID a soutenu l'UNACOIS dans cette quête. Nous sommes dans une approche, on va dire, d'intensification de nos services, d'industrialisation de nos services, pour qu'enfin notre tissu économique se renforce, se formalise, se professionnalise et se développe. C'est d'abord une plateforme digitale qui permet de réduire les dépenses, les distances. Donc, a priori, elle va permettre aux consommateurs d'avoir une relation plus directe avec les commerçants. Vous savez qu'en matière de distribution, l'un des postes qui peut alourdir justement le pouvoir d'achat du consommateur, c'est le trop-plein d'intervenants entre lui et son fournisseur de services ou fournisseur de biens. Alors plus cette relation elle est directe, plus elle est avantageuse et profitable pour le consommateur sénégalais. Question d'insécurité à Thiès, l'agression mortelle d'Alain Kali, un jeune enseignant en poste à l'école Keur Modou Ndiaye de l'IEF de Thiès, continue de susciter une profonde indignation. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation a fermement condamné cet acte odieux, barbare et criminel et a appelé à une journée de deuil nationale pour les enseignants du Sénégal. À l'école élémentaire Keur Modou Ndiaye, les cours ont vaqué ce mercredi. Le drapeau de cet établissement scolaire a été mis en berne pour manifester le deuil collectif. L'incident tragique s'est produit mardi vers 18 h entre le village de Keur Modou Ndiaye et Diassap, à la sortie de la commune de Thiès Nord sur la route de Tivaouane. Et nous faisons cap à Tivaouane pour parler des manquements récurrents constatés à l'hôpital d'Abar de Tivaouane. Les populations dénoncent des conditions de prise en charge des malades. Ils ont battu à pavé du stade municipal de Tivaouane à la préfecture pour remettre un mémorandum de doléance à l'autorité préfectorale. Une marche qui a été occasionnée par le décès il y a de cela quelques jours d'un jeune après 14 jours d'hospitalisation en attente d'une intervention chirurgicale. Abdoulaye Mboup porte la voix des habitants de Tivaouane. Dans cette marche, il est au micro de nos confrères de Mourchid FM. Si j'étais malade ou si j'ai une crise ici, on va m'amener à l'hôpital Mam Abdou Aziz Dabakh. Donc ce n'est pas un combat de personne. On ne le fait pas pour notre propre promotion, mais on le fait pour l'intérêt général. Nous voulons que désormais, les populations de Tivaouane aient des services de soins de qualité. Nous voulons que le plateau technique soit relevé. Nous voulons que l'État nous affecte des services suffisants et compétents, des médecins qui sont là 24 heures sur 24 avec des services de garde. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, le ticket coûte 2000 francs. Si ça tombe un jour férié ou un week-end, vous payez 5000 francs CFA. Même si vous êtes malade, pour le transfèrement, moi, mon fils, quand il est malade,
pour le transférer à Dakar, j'ai payé 50 000 francs pour l'ambulance, pour le carburant. Même le ticket de péage, ce sont les populations qui payent ça. Mais cela est inadmissible. Donc je pense qu'au moment où nous parlons, nous interpellons les autorités, les nouvelles autorités, pour que l'hôpital de Tivaouane ait un programme spécial pour renouveler le matériel, pour réhabiliter les services. Et nous demandons, nous le réaffirmons parce que lui il le fait bien, le député Massata. À chaque fois que de besoin, il défend les populations de Tivaouane avec courage, avec véhémence et avec abnégation. Donc voilà le message que nous voudrions passer. L'on prend le bateau direction Ziguinchor pour parler de l'exploitation du zircon dans le sud du pays qui pose un réel problème aux populations de Casamance. Porté par une entreprise australienne, Astron, ce projet d'exploitation du zircon du sud se heurte à plusieurs années de réticence de la part des populations, mais aussi du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ces populations craignent pour l'avenir de leur terroir. C'est pourquoi ils appellent à de larges consultations inclusives. Ousmane Mané porte leur voix. Nous l'écoutons. Si vous voulez, le site à exploiter, c'est une dune de sable de 6 km de long, 200 mètres de large par endroit. Donc ça fait une digue naturelle censée protéger le village contre l'avancée de la mer. Prélever 5000 tonnes de zircon par an, pendant 5 ans, ça va affaiblir la dune. Du coup, ça va faciliter le passage de l'eau salée dans les habitations, dans les rizières qui sont des endroits d'activité économique et peut-être même la délocalisation des habitants, ce qui n'est pas bon pour les populations. C'est une menace, c'est la même chose, comme vous l'avez si bien dit, le projet SAPCO à Bénin et à Kafountine, où ils vont exproprier des braves personnes qui sont là depuis des années, qui ont investi, qui sont dans les écoles, dans les hôpitaux, beaucoup d'investissements pour le donner à des particuliers, des riches qui vont avoir leur villa avec golf, des hôtels de luxe et tout ça. Donc à mon avis, ce n'est pas un bon projet pour la Casamance. Quand vous parlez de la Casamance, c'est un peu le tourisme. Quand vous parlez de la Casamance, c'est la pêche. Quand vous parlez de la Casamance, c'est un peu l'agriculture. Ça, ce sont des alternatives plus bénéfiques aux populations. Je pense qu'il faut les accompagner dans ce sens. Pour nous, il y a bien des alternatives au développement. C'est ça qu'il faut aller dans ce sens. Et écoute, d'abord, ce que nous demandons aux nouvelles autorités, c'est des consultations inclusives, venir rencontrer les populations, venir voir la faisabilité d'un tel projet. Religion à présent, nous parlons. L'Association pour l'orientation islamique et la mémorisation du Coran renforce les capacités pédagogiques de plusieurs de ses membres. Un séminaire de formation suivi d'une assemblée générale s'est tenu ce week-end. Son but, identifier les problèmes de l'éducation coranique au Sénégal et ses perspectives. Ces formations seront élargies dans d'autres régions du Sud. Selon le secrétaire général de l'ASWAMEC, un enseignant de français à l'école Darul Irshad et l'âge Ibrahim Asek, de son côté, plaide pour une meilleure considération de l'école coranique au même titre que l'école française. Galaï Bey, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Oumar Tall. Cette initiative qui est vraiment novatrice, car elle a permis à nos enseignants, les maîtres coraniques, d'être vraiment à bonne école. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les nouvelles approches d'enseignement-apprentissage, nos enseignants en langue coranique ont besoin d'être capacités pour mieux prendre en charge les enfants. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés par rapport aux parents. Les parents fondent beaucoup d'espoir sur le Coran. Nous avons toujours posé des problèmes. C'est comme il y avait une dichotomie entre l'enseignement français et l'enseignement coran. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants fassent d'abord le Coran avant de faire le français. Donc nous pensons, comme nous sommes tous des Sénégalais, l'éducation, les parents ont choisi, c'est un problème de choix. Autant les enfants qui sont dans les écoles françaises ont besoin du soutien, de l'encadrement de l'État, autant aussi les parents qui ont choisi l'enseignement coran doivent bénéficier des mêmes faveurs. L'association est une association d'envergure nationale. Donc aujourd'hui, par rapport aux contraintes de temps, vous savez, on sort des élections, c'est pourquoi on n'a pas voulu élargir ça. Mais il nous appartient maintenant d'essayer de démultiplier cette initiative
pour que nos membres, nos adhérents qui sont dans les régions puissent en bénéficier. Nous savons vraiment que c'est intéressant et que ça peut beaucoup aider les maîtres coraniques dans la prise en charge. Écho du passé à la découverte du patrimoine immatériel, le musée des civilisations noires nous plonge dans la période de la Première Guerre mondiale avec des audios qui mettent en lumière des enregistrements dont les auteurs sont identifiés comme étant des Africains entre 1910 et 1920. Il s'agit de 2000 éléments d'enregistrement sonore historique attribués à des sources sénégalaises présentés par le musée des civilisations noires. Son directeur, Amadi Boukoum, s'exprime au micro d'Ali Onsek. Parce qu'il s'agit pour la plupart de tirailleurs de la Première Guerre mondiale, donc prisonniers capturés, mais je pense relativement bien traités parce qu'on leur a même construit une mosquée. Et les ethnologues allemands, bien sûr, en ont profité pour en savoir plus sur la culture de ces soldats noirs qu'ils voyaient certainement pour la première fois. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces documents ont pu être conservés, ont pu être numérisés. Vous allez pouvoir écouter des voix extraordinaires dans la seconde partie de l'émission. Les supports qu'ils ont sont très, très fragiles. Et les conditions de conservation sont très, très compliquées. Par contre, la numérisation et le transfert de la totalité des informations est quelque chose de tout à fait faisable. Et je dois vous dire que je suis très fier de cette coopération avec l'Allemagne parce que c'est une coopération pragmatique, décomplexée. On n'a aucune relation de colonialité avec eux. C'est des collègues. Ils sont même devenus des amis. Et je pense qu'ensemble, on va faire des choses exceptionnelles. Des audios de tirailleurs sénégalais qui ont été mis à la disposition des autorités culturelles sénégalaises dans le cadre de la coopération intermusée entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne. Une belle initiative pour comprendre l'histoire et avoir une meilleure lecture du passé colonial sénégalais, selon Bakary Sarr, le secrétaire d'État à la culture, au patrimoine historique classé et à l'industrie créative. Est au micro de Pape Alassane Diop. Ces archives, ces savoirs, ces voix, toute cette oralité qui va être examinée pendant ces jours peut apporter des éclairages, beaucoup d'éclairages sur ce qu'on est en train de faire, sur le présent et sur le passé. Et donc cette connexion entre le présent et le passé permet une meilleure lecture de ce que nous devons faire de notre patrimoine. Nous sommes inscrits dans la construction de souveraineté. Le projet que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko portent avec le gouvernement, avec les Sénégalais, c'est un projet de souveraineté. Cette initiative donc permet à la fois une meilleure connaissance de ce que nous avons ensemble, des traces du passé, mais également ça permettra de mieux comprendre tout ce que nous avons à faire, à construire du point de vue de la diversité et de la construction des partenariats entre l'Afrique et l'Europe. Ce serait très bien donc, c'est une très belle initiative de mieux comprendre un peu ces voix sonores, ces échos du passé, et c'est toute cette mémoire qui dort encore, qui reste à revisiter pour mieux comprendre ce que c'était l'histoire pendant cette période et ce que cette période peut renseigner et nous éclairer sur notre présent et sur les constructions de l'Afrique et son devenir. Bakary Sarr, le secrétaire d'État à la culture, que vous entendez parler justement de ces audios de tirailleurs sénégalais offerts gracieusement par la République d'Allemagne au Sénégal. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information et merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.